Voilà, c'était donc le premier voyage dans les 10 volets de la JM. Il y aura d'autres épisodes cet après-midi. On va maintenant passer à la séquence suivante, au cours de laquelle nous allons vous faire quelques retours sur la manière dont nous tentons, au sein des 3 écoles membres de l'Arpège, d'intégrer la réflexivité sur le journalisme au sein des formations et des différents cours. Donc, nous rejoignent sur scène Annick Dubié de la JM, Gérard Derez et Pauline Zecchinon de l'école de journalisme de Louvain, et moi-même pour le master journalisme de l'Université de Lorraine. Et donc dans les diapos, c'est moi qui ai été mis en premier, donc je vais le faire vite. Et puis en plus, mes 3 autres collègues finalement présentent quelque chose de commun autour des mémoires. Et quant à moi, il s'agit de vous présenter ce que nous faisons autour de ce qu'on a appelé les ateliers recherche, qui n'est peut-être pas d'ailleurs le meilleur terme qu'on aurait pu trouver pour ça. Alors les objectifs que nous nous sommes donnés pour augmenter la part de réflexivité à l'intérieur de nos formations, c'est d'améliorer les liens, et les connexions et la connaissance réciproque entre chercheurs et journalistes. Considérer qu'il faut que les journalistes, les futurs journalistes, voient la recherche et les chercheurs à la fois comme des sources et des partenaires dans la construction de l'information, des gens à qui faire appel quand il est besoin d'informations particulières, alors pas seulement pour parler de la dernière étude américaine qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, et pour aller au-delà des experts qui ne sont pas toujours les plus fiables, mais qu'on voit les plus souvent parfois dans certains grands médias. Donc une meilleure connaissance peut-être des fonctionnements de la recherche et des sources et des portes auxquelles aller taper, auquel aller frapper, et puis aussi de considérer peut-être que voilà, l'université, nous sommes à Arpège très, à la fois fiers, et nous portons cette idée que les liens entre l'université et le monde du journalisme sont quelque chose de vraiment pertinent, et nous y tenons beaucoup. Et donc que les chercheurs peuvent aussi être des alliés dans la compréhension des transformations des métiers du journalisme. Alors évidemment, il y a quelques obstacles qui sont relativement classiques et sur lesquels je ne m'étendrai pas, des réponses qu'on peut avoir, ou de petites réticences à la fois chez les journalistes et chez les chercheurs. Il faut aussi balayer devant notre porte nous-mêmes. D'un côté, les journalistes ne comprennent rien à la recherche, de l'autre côté, les chercheurs ne savent pas parler simplement, et puis qui sont-ils tous ces gens qui viennent parler de nous alors qu'ils n'exercent pas nos métiers, ou, pense-t-on, ils nous connaissent mal. Alors pour essayer d'atteindre ces objectifs et de passer au-delà de ces obstacles, nous avons mis en place un dispositif en 2 étapes, en première année de master et en deuxième année. Alors les M2 du MJMN qui sont là n'en ont pas profité, puisque ça commence cette année pour le M1. Donc en M1, c'est un module qui s'appelle Actualité de la recherche en journalisme, où l'objectif est de faire un panorama de recherche académique récente sur le journalisme, dans lequel il y aura un mélange de CM, de cours magistraux pour les bilans, et puis de travaux dirigés pour que les étudiants s'approprient un certain nombre de recherches, et puis d'ouvrir également ce panorama d'actualité sur des recherches au-delà du champ journalistique, mais dont on estime qu'elles sont nécessaires. Alors je sais pas, les thèmes ne sont pas encore tout à fait définis, mais on pourrait parler d'anthropocène par exemple, ou de génétique, ou d'autres choses, qui permettent aussi de comprendre les évolutions du monde contemporain. En M2, c'est là que voilà, le terme trouvé est un atelier recherche. Alors c'est plutôt un séminaire qu'un atelier en fait, quoi qu'il y ait une production. L'idée en deuxième année de master est d'inviter des chercheurs qui produisent des études soit sur le journalisme lui-même et ses métiers, soit sur des thématiques qui interrogent particulièrement les journalistes aujourd'hui. L'année dernière,
On a eu la question de la radicalisation, par exemple, présentée par un chercheur spécialiste, ou le traitement médiatique d'une controverse environnementale en Lorraine. L'idée est donc de créer une vraie discussion entre ces chercheurs et les futurs journalistes du master, qui eux-mêmes en font une production. C'est-à-dire qu'ils produisent un article de synthèse sur la rencontre et une vidéo d'interview du chercheur, et le tout étant publié par The Conversation, qui est donc ce média de vulgarisation scientifique avec lequel nous avons noué un partenariat pour cela. Je ne peux pas encore tirer vraiment de bilan de ces nouvelles modalités d'intégration de réflexivité dans notre formation, puisque la partie M2 a commencé l'année dernière et celle sur le M1 commencera seulement cette année. Donc on pourra peut-être en parler l'année prochaine pour notre prochaine rencontre. Je passe maintenant la parole à Annick, même si la prochaine slide... Voilà, très rapidement, on souhaitait vous présenter donc ce matin des dispositifs que nos écoles partagent pour faire dialoguer cette réflexivité de nos étudiants, qui sont aussi des chercheurs, puisque nous sommes des formations universitaires, et puis les pratiques qu'ils exercent au quotidien. Et puis, on vous a présenté 2 dispositifs collectifs ce matin, la masterclass qu'on a faite pour l'occasion, et puis un autre dispositif collectif ensuite. Là, ce sont des dispositifs plus individuels que nous pratiquons depuis la fondation de la JM en ce qui me concerne. Il s'agit donc pour l'étudiant en fin de formation d'opérer un exercice qui comprenne pratique et réflexivité et qui fasse dialoguer les deux, puisque le pari de l'ensemble de nos formations représentées ici, c'est que cette confrontation entre des connaissances scientifiques et des pratiques professionnelles va permettre la fameuse créativité qu'on a beaucoup évoquée ce matin dans le cadre de la masterclass et dont on a vu qu'elle était un des enjeux de l'avenir de la profession. Alors, le mémoire de master à la JM, qui ressemble beaucoup à l'apostille de mes collègues qui vont vous en parler en même temps, donc on a décidé de vous faire une présentation à 6 mains. Il s'agit au fond de conjuguer dans un même exercice un reportage, parfois un portrait, dans lequel les étudiants vont faire une démonstration de compétences journalistiques, et puis un appendice, une démonstration de compétences scientifiques dans un appendice scientifique d'une trentaine de pages sur lequel ils vont revenir, réfléchir à un problème qu'ils ont rencontré en effectuant leur reportage ou leur portrait. Et puis comme ils sont en fin de formation, l'idée c'est également de démontrer à leur directeur et à l'institution pour laquelle ils travaillent qu'ils sont autonomes, qu'ils sont capables de mener cette réflexion et ce reportage seuls, ou presque, puisqu'on est quand même là pour les aider et les coacher. On peut passer. Donc en gros, ça demande de leur part la démonstration d'une bonne connaissance du champ pratique, qui est désormais le leur, dans lequel ils vont se mouvoir, une capacité à repérer, diagnostiquer, formuler et réfléchir un problème. J'ai eu un problème parce que mon interlocuteur m'a demandé de relire ce que j'avais écrit et puis qu'il a commencé à le réécrire. Ça peut typiquement faire l'objet d'un appendice réflexif dans lequel les connaissances scientifiques vont permettre de reprendre le problème et d'essayer de le réfléchir. Et puis, une compétence de transmission, puisqu'il faut, dans la mesure du possible, que les gens de la JM qui relisent le travail, mais aussi le directeur qui a suivi l'étudiant, trouvent dans cet appendice matière à mieux comprendre, à mieux pratiquer par la suite, parce que on aura pris le temps de convoquer du savoir scientifique pour cerner le problème. Ce qui revient au fond à ce qui, je crois, résume nos formations, celles de mes collègues et les miennes, d'apprentissage du journalisme comme distinct d'un mode d'emploi. Vous l'avez très bien dit lors de la masterclass, on doit montrer qu'on maîtrise les codes. Et puis au-delà de ça, on doit faire un tout petit peu plus. Si possible, si on était bien formé, si on est un journaliste qui a de l'avenir dans cette profession, reproduire les codes, ça ne va pas suffire.
et faire ce que vous avez fait ce matin, même si vraisemblablement vous ne pourrez pas le vendre directement et qu'il faudra du temps, c'est typiquement se montrer capable de participer au renouvellement de son métier. Donc, une intelligence que j'appellerais processuelle, qui va se baser sur des valeurs et sur des méthodes qui, elles, sont communes à toute pratique journalistique, qu'elle soit innovante ou qu'elle soit classique. Alors, je me suis permis de sortir 2 citations parce que je les trouvais intéressantes, même pour des praticiens qui sont plongés toute la journée le nez dans le guidon de la production rapide d'informations. Être capable, quand on est journaliste issu d'une des formations qui sont présentées ici, de saisir les enjeux d'une situation et de saisir l'écart qui se traduit par un effet de surprise et un questionnement. J'ai envie de me poser des questions sur la relecture des citations, sur le format intimate, le fait que je parle de réalités qui sont les miennes. J'y suis plongée, est-ce que je suis capable d'en parler à la recherche de la vérité, toujours, comme je dois le faire, et si oui, comment ? Et ainsi de suite. J'aime bien cette citation d'un ancien collègue, Christian Lalive d'Épinay, qui disait « Ce que j'attends d'une recherche, ça n'est pas tant de vérifier une hypothèse que de m'amener à en formuler une nouvelle, non tant de confirmer ce qui est clair, mais d'apporter quelque clarté à ce qui est obscur, ou d'obscurcir quelques convictions que l'on croyait bien établies. » Ça résume, je crois, ce que nous essayons d'inculquer à nos étudiants, sortir des modes d'emploi, les connaître, les maîtriser, bien faire le travail qui existe déjà, et puis au-delà de ça, sortir un tout petit peu de sa zone de confort, essayer de voir comment ça serait un petit peu autrement, comment ça serait si je l'envisageais autrement, bref, se laisser bousculer, et c'est en général quand on se laisse bousculer qu'on fait les meilleurs papiers et qu'on fait les meilleures recherches aussi, mais ça c'est un autre chapitre. On va vous montrer des exemples tout à l'heure de ce qui s'est fait dans ces mémoires, parce que c'est bien joli de vous expliquer le dispositif, mais qu'ont fait nos étudiants. Il y a quelques slides par la suite qui me permettront d'illustrer tout ça, mais je vais d'abord laisser mes collègues vous dire dans quelle mesure leur exercice ressemble à celui que je viens de vous décrire et correspond au même esprit. Bon, voilà exactement dans la même ligne que celle qu'Annick vient d'expliciter à Louvain, à l'école de journalisme de Louvain. Depuis plusieurs années, nos étudiants terminent pour plus de 80% leur formation en réalisant un mémoire projet. Ça veut dire une production ou des productions de temps long, qui prennent 1 an pour travailler sur un sujet. Et cette production en fin de parcours, comme tu viens de dire à la JM, est accompagnée d'une apostille. Alors l'apostille, c'est un terme qui aujourd'hui a pris racine dans la terminologie locale, puisqu'on l'utilise, c'est clair, je pense pour nos étudiants qui sont là, c'est un terme qu'on utilise entre nous. Mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend à l'EJL par la notion d'apostille? Je vous passe la mise en place pour en venir immédiatement à la définition très simple, que vous connaissez probablement toutes et tous de l'apostille. Tu veux le précédent? C'est avant. Oui, voilà. C'est simplement une note, un texte complémentaire qui vient éclairer, préciser un texte ou une œuvre de base pour y apporter des éclaircissements. Alors on n'a rien inventé avec l'apostille, hein. On a trouvé ça depuis très très longtemps sous des formes diverses parce qu'en fait on parle de réflexivité. Mais avant la réflexivité, il y a la question d'explicitation. Il ne suffit pas de réfléchir sur sa pratique, il faut d'abord vraiment expliquer comment on travaille. Et ça ne touche pas nécessairement à la question que vous posiez tout à l'heure ou à la réflexion que vous aviez à divulguer des sources, etc. On est sur un positionnement beaucoup plus large du travail. Alors on a chacun son panthéon, hein, mais le panthéon, des éléments du panthéon qui nous animent à l'EJL, on peut trouver des traces d'explicitation dans des multiples préfaces et postfaces. Je vois que mes collègues rigolent parce que ce sont des gens dont on parle souvent. Depuis les travaux américains des années 40, hein, quand dans Louons maintenant les grands hommes, James Agee explique comment ils ont travaillé, il ne fait rien d'autre en fait que d'expliciter son travail et de faire une certaine forme d'apostille. On peut référer à un texte qui restera fondateur pour beaucoup d'entre nous. C'est évidemment la postface d'Edgar Morin au retour de Plozévet, dans cette grande expérience de sociologie du présent, où il explique comment il a travaillé, les problèmes qu'il a rencontrés, ce qu'il a mis en place avec une équipe d'étudiants et dans une démarche collective. Tout ça a posé beaucoup de problèmes, où il vante l'intérêt de la combibandalité. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le lien de confiance en Bretagne, pour lui, là où il était, ça passait entre autres par les cafés et le fait de boire ensemble.
L'édition italienne en 83 et en 85 en français de l'Apostille du nom de la rose de Umberto Eco reste un moment important aussi, puisque dans ce court texte, il explicite tous les choix qu'il a fait dans son roman publié en 1980. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi tels acteurs? Pourquoi la bibliothèque est un labyrinthe? On peut apprécier et lire le roman, évidemment, sans lire l'apostille. Quand on lit l'apostille, les choses s'éclairent, les choses prennent un sens complémentaire. Tout ce que Depardon a fait, depuis son célèbre petit opuscule Notes, jusque tous les compléments qu'on trouve depuis Profil paysan dans la publication DVD de ses œuvres, les longs entretiens qu'il accorde à des cinéastes, à son fils, à sa femme, peu importe, c'est une explicitation de son travail. Et plus que ça, c'est une façon de situer son travail dans une forme de généalogie. Depardon fait très fréquemment référence au travail photographique de Walker Evans, par exemple. Donc tout ça, ce n'est pas des choses qui tombent du ciel, ça s'inscrit aussi dans des traditions, dans des choix, dans des options que les différents auteurs, documentaristes ou sociologues peuvent poser. J'ai pris un exemple, parce qu'elle sera là cet après-midi, mais évidemment, dans les travaux que mènent les journalistes, travaux d'enquête, de reportage à long terme, il y a très souvent une explicitation du processus. Pourquoi on travaille? Anniva, elle explique pourquoi je fais ça maintenant alors que je faisais autre chose avant. Mais elle va dans le détail et elle dit pourquoi, quelle ville elle choisit et pourquoi Ajaccio est une exception. Non seulement parce qu'il y a plus de 50 000 habitants, mais parce qu'elle ne va pas y passer 3 semaines en continu comme ailleurs. Elle situe aussi des travaux, son approche par rapport à des approches d'autres personnes. C'est un exemple parmi 1000 autres possibles. Et donc, quand nous demandons à nos étudiants d'écrire une apostille en rapport avec leur mémoire projet, et aujourd'hui, on pratique aussi l'apostille en version légère pour d'autres types de travaux qui demandent des implications quand même relativement importantes, on veut y faire 3 choses. 1, que l'étudiant montre que sur le sujet qu'il travaille, il devient un expert. Il a une expertise concrète du sujet qu'il aborde. Alors les sujets, ça peut être l'exemple que Pauline va vous présenter, ça peut être les stages des étudiants en spécialisation de médecine, ça peut être les témoins de Jéhovah, ça peut être tous les sujets journalistiques possibles. Il doit d'abord être un expert de la question qu'il traite. Deuxième chose importante, c'est l'explicitation des choix effectués, qui ne sont pas des choix qui sont posés dans une espèce d'univers éthéré et parfait. C'est concret, c'est compliqué, il y a des choses qui nous tombent dessus, on doit évoluer, on doit changer. Cette démarche, elle doit être explicitée. Et l'explicitation de cette démarche, elle ne se fait pas de façon naïve, elle réfère à un corps, qui est un corps, par exemple, disciplinaire de sciences sociales qu'Annick évoquait, mais c'est aussi, bien sûr, avoir une culture des productions journalistiques qui sont faites sur le sujet. On n'est pas le premier, on n'est pas la première à traiter tel sujet. Plus on connaît, plus on fréquente, plus on voit des choses, plus on peut asseoir son travail et son originalité. Et enfin, la troisième chose qui est essentielle dans l'apostille, c'est évidemment non seulement le retour critique sur ce qu'on a fait, mais essayer de développer une réflexion prospective. Qu'est-ce que demain on va faire avec ça? Qu'est-ce que demain, moi, dans mon travail, je vais pouvoir mettre en place à partir de cette expérience? Donc, vous le voyez bien, l'apostille est une exigence académique qui, pour nous, correspond aux exigences scientifiques, en fait. Parce que ça rend, par la présentation de ce texte long, l'expérience discutable. On n'a pas à prendre ou à ne pas prendre ce qui est produit. On peut le discuter sur le positionnement, sur le fond, sur la connaissance. Et Dieu sait si, dans une formation universitaire, pouvoir discuter ce qui est produit est essentiel. Et le deuxième élément, l'explicitation rend l'expérience toujours plus ou moins mutatis mutandis. Les choses changent, évidemment, les contextes évoluent, mais ça rend la démarche réplicable, qui est aussi, évidemment, vous le savez, comme moi, une des dimensions importantes du travail scientifique. On peut passer à la dernière dia, Loïc, si tu veux bien. Alors, ça pose une série de questions, et ça pose aussi une série de propositions. On propose à nos étudiants que toutes les apostilles, soit importantes, soit plus légères, qu'ils le produisent, ne soient pas un texte qu'on produit à la fin. C'est un texte, c'est un travail d'écriture qui correspond à l'ensemble de la démarche. Il faut commencer à écrire d'emblée.
On ne va pas trop traîner là-dessus maintenant, ça veut dire que ça a une connexion évidente avec les carnets d'enquête ou les carnets de recherche qu'on leur demande de tenir dans ce type de démarche et dans ce type de travail. Par contre, la rédaction finale doit, à notre sens, être postérieure à la production du produit lui-même. Il faut reprendre l'ensemble de ces choses pour en construire un texte bien écrit et cohérent. Et ça renvoie à ce que les étudiants présentaient de la masterclass, l'idéal, on n'y est pas, mais l'idéal serait de pouvoir aussi en produire une version plus légère, plus courte et plus accessible pour la rendre disponible auprès d'un public qui est le public qui verrait ou qui voit, parce que pas mal de ces mémoires projets trouvent de la diffusion, qui a accès à ces réflexions. Et ça, on rejoint un autre type d'exigence qui nous est cher et à Arpège et à l'EJL, c'est l'exigence de la mise à disponibilité des connaissances d'un point de vue social. Il y a deux questions qui sont pas forcément, qui n'ont pas de réponse. Pour tous ceux qui un jour voient ces productions et doivent évaluer le travail de ces étudiants, est-ce qu'on lit une apostille avant de voir la production ou est-ce qu'on la lit après avoir vu la production? Et pour être dans des jurys de mémoire qui traitent de ces questions depuis de nombreuses années, ça change fondamentalement l'appréhension qu'on a de la production elle-même. Celles et ceux qui ont lu d'abord le texte et qui voient la production ont un regard différent sur le travail qui est fourni, sur l'œuvre, si vous voulez, que si on la voit d'abord, on se questionne, on s'interroge et puis on lit l'apostille. Donc, je ne sais pas si on peut sortir de ça, mais c'est une vraie question. La deuxième question importante, est-ce que l'apostille a une existence en dehors de l'œuvre? Moi, je pense que oui, parce que ça rend en tout cas les expériences journalistiques, la réflexion que nos étudiants ont, cumulables. En lisant des apostilles sans forcément voir la production qui va avec, ça titille l'esprit, ça permet de réfléchir et c'est la troisième dimension, après la discutabilité et après la dimension réplicable, de tout travail universitaire, c'est que ce travail puisse avoir une logique cumulative. On ne repart pas chaque fois de zéro. Voilà, donc moi je vais essayer de vous expliquer rapidement en fait la mise en pratique de toute cette belle théorie à travers en fait mon propre mémoire projet que j'avais réalisé donc en 2017. J'avais choisi de réaliser un web documentaire sur un sujet extrêmement précis qui était le métier de costumier dans le milieu du spectacle en Belgique francophone et au Québec. Et donc ça s'est traduit par la production dont vous avez juste une image fixe ici. Et évidemment la rédaction de l'apostille. Donc j'ai évidemment écrit une 60aine de pages pour expliquer tout mon projet. Et donc ça se traduisait en plusieurs étapes. Donc comme on l'a dit, d'abord il fallait que je devienne une experte de mon sujet. Donc là il y a une grosse partie, un bon gros tiers de cette apostille qui a été dédiée à faire un état des lieux du sujet. Donc c'était traité vraiment. Moi, ma question était de voir à travers le métier de costumier comment évoluaient et comment pouvaient vivre les acteurs de la culture, étant donné le manque de moyens ou les moyens qui leur étaient alloués. Donc j'ai par exemple fait tout un état des lieux des métiers culturels et artistiques en chiffres, le travail en Belgique et un peu au Québec, les aménagements pour l'artiste dans la loi, etc. Les aides, les subventions, pour vraiment connaître tout mon sujet et savoir de ce que je traitais. Et puis, il y a eu cette deuxième partie vraiment plus réflexive qui traitait de tous les choix que j'avais effectués. Donc, comme j'avais choisi de faire un web documentaire, j'avais à la fois du texte, j'avais de l'image fixe, j'avais de l'image animée, j'avais du son. Comment est-ce que j'allais organiser tout ça et pourquoi ? Et donc c'est une grande succession d'explications de tous les choix que j'ai faits. Donc j'ai mis par exemple production documentaire légère et mon positionnement en tant qu'auteur, qui était quand même une grande question transversale, qui était de se dire que j'avais choisi de travailler toute seule. Pourquoi j'avais choisi de travailler toute seule? Qu'est-ce que ça pouvait influencer dans du coup mon rendu, les images? J'ai aussi très fort abordé la question de la relation que j'ai entretenue avec tous les gens que je rencontrais et du coup pourquoi j'avais décidé de travailler seule. Et tout ça, à chaque fois,
en essayant d'expliquer et de justifier ça par soit des auteurs, des théories ou des web documentaires existants, d'autres productions, et de vraiment montrer qu'en fait rien n'était laissé au hasard et que tous les choix, que ce soit même le chapitrage, les titres, le scénario, mes choix graphiques, que tout ça était vraiment très réfléchi et que rien n'était laissé au hasard. Et puis la dernière partie, c'est évidemment ce retour critique et réflexif, un peu une fois que j'avais tout terminé, de se dire qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment est-ce que je ferais si je devrais le refaire, parce qu'il y a plein de choses évidemment qu'on ne referait pas comme ça. Et donc c'est vraiment cette dernière partie un peu plus réflexive. Donc voilà très rapidement à quoi ça pourrait ressembler. Merci beaucoup. Annick Dubié va nous présenter les autres exemples, juste pour dire avant qu'on peut voir ton web documentaire sur le site de l'avenir.net. Très rapidement, pour vous montrer des exemples issus cette fois-ci de la JM, de ce dialogue entre connaissances scientifiques et puis compétences pratiques, j'en profite pour vous dire, là c'est le mémoire de Léna Virgler qui est assise ici devant et vous la voyez crayonner frénétiquement parce qu'elle opère une couverture avec deux de ses collègues qui sont là-bas derrière, qui sont des anciennes étudiantes de la JM, une couverture en dessin et sur les réseaux sociaux de la journée. Donc vous allez retrouver ces dessins sur les réseaux sociaux et sur le site Jam, au cas où ça vous intéresserait. Et puis il se trouve qu'elle a fait son mémoire, elle a fait un reportage dessiné dont vous voyez un extrait sur la gauche où elle s'est autoportraitée, on la reconnaît fort bien pour ceux qui la connaissent et qui travaillent avec elle au quotidien. Et puis elle a produit une apostille ou un appendice sur la question de l'intégration des photographies dans les reportages dessinés. Et puis par la suite, ça a informé sa pratique puisque lors de son stage au Matin Dimanche, elle a produit des reportages dessinés pour le Matin Dimanche notamment et pour cette info, pour celui-ci. Le slide suivant vous présente un autre exemple, cette fois-ci en radio, d'une étudiante qui vient d'être diplômée, Carole Thévenat, qui a produit un podcast sur l'histoire de ces deux tantes dont elle avait découvert qu'elles avaient vécu une épopée d'enfants ballottés au début du siècle dernier. Elle a produit donc un podcast, un long format audio, et puis elle s'est interrogée dans son appendice sur le format qu'on appelle intimate, c'est-à-dire de la description d'une réalité qui nous est très proche et à travers un individu, ses sentiments, son parcours, et sur les enjeux éthiques de cette forme-là privilégiée dans ce podcast. Troisième exemple, et le dernier, ici, Diana Alice Ramsauer, aussi diplômée de la volée qui vient de terminer. Cette fois-ci, c'est un long format numérique. Et l'intérêt, c'est qu'elle a choisi le mode de la fiction, c'est-à-dire qu'elle a inventé un personnage à qui elle a prêté une vie, des problèmes au sein de la jungle des données personnelles. Donc son personnage de fiction se trouve accusé, via ces données personnelles disponibles sur le web, d'avoir commis un certain nombre d'infractions. Et puis elle raconte en 6 épisodes comment ce personnage va se plonger dans la jungle des données personnelles, essayer de mettre de l'ordre dans les traces qu'elle a laissées sur le web. Et puis, dans son appendice, sous la direction de Benoît Grevis qui est ici, elle s'interroge sur la légitimité d'inventer, d'utiliser des ressorts de la fiction dans le cadre d'un travail journalistique qui se donne pour but la recherche de la vérité. Donc voilà typiquement le genre d'exemples qui sont pour une partie disponibles soit dans l'espace public pour le mémoire de Léna, soit sur le site de valorisation Jam. J'en profite pour clarifier tout ce qui a été dit par mes collègues et par moi, pour vous inviter à aller chercher dans les sacs que vous avez reçus ce petit dépliant. Vous y trouvez les fameux arpèges, cette association de 3 écoles de journalisme académique. On vous explique ce que c'est. Et puis, si vous voulez retrouver ces fameux mémoires et bien d'autres, vous avez l'URL du site Jam, qui est le site de valorisation des travaux d'étudiants, qui est aussi sur ce petit dépliant. Donc voilà, ça peut avoir une utilité. Mais je ne veux pas prendre plus de temps qu'il n'en faut pour Nicolas Becquet, qui doit conclure cette matinée sur les pédagogies que nous développons. Et donc, je m'arrête là. Voilà, donc alors on va volontairement couper les questions qui auraient pu avoir lieu après. C'est pas du tout parce que nous ne souhaitons pas mettre en question les pratiques et les dispositifs qu'on vous a présentés ce matin. C'est juste parce qu'on ne veut pas voler du temps à Nicolas Becquet, ni raccourcir de manière trop importante le déjà maigre temps de déjeuner que vous aurez tout à l'heure. Donc